cœur de la nuit, alors que Bordeaux s'engloutissait dans l'obscurité et que les réverbères dessinaient de longues ombres sur les pavés humides, notre équipe, armée de nos instruments, attendait avec impatience la rencontre avec l'inconnu. Le grand théâtre de Bordeaux, symbole majestueux d'histoire et d'art, nous ouvrait ses portes avec bienveillance, nous invitant à percer les mystères dissimulés derrière ces façades somptueuses. 12 membres, passionnés par le paranormal, se tenaient immobiles au pied du large escalier de marbre menant au sein des saints, la salle du théâtre. Nous, chasseurs de fantômes, ne désirions pas simplement une aventure nocturne. Nous espérions une rencontre avec l'au-delà, une preuve de l'existence de ceux qui échappaient à la compréhension du commun des mortels. L'air était imprégné d'une odeur de vieux bois, de poussière et, semble-t-il, d'un léger parfum de lavande, signe de la présence d'une ballerine fantomatique dont les circonstances tragiques de sa mort enveloppaient le théâtre d'une légende sombre. L'histoire racontait que Juliette, une jeune prima donna, avait trouvé la mort en tombant d'une hauteur lors d'une répétition. La chute, équivalente à 3 étages, avait laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du théâtre, qui ne s'estompa que de nombreuses années plus tard. Depuis, selon les rumeurs, le fantôme de cette femme errait dans les couloirs du théâtre, regrettant la vie et la scène à jamais perdues, où elle avait autrefois brillé de tout son éclat. Notre chef, Jean-Paul, un homme aux yeux gris perçants, reflétant la sagesse de ses nombreuses années, et à la barbe grisonnante, soigneusement taillée, jeta un regard sur notre équipe. Il était un explorateur chevronné, dont l'obsession pour l'au-delà frôlait le fanatisme. Sa main, agrippant un détecteur de champs électromagnétiques portatif, tremblait légèrement, oscillant entre impatience et fébrilité. « Souvenez-vous, les amis, » murmura-t-il à voix basse, presque inaudible. « Nous sommes ici avant tout pour la science. Sang-froid et objectivité, voilà nos principaux alliés. » Au fond de moi, Marie, la plus jeune membre de l'équipe, doutait de la sincérité de ces mots. Je n'avais que 22 ans. Et je ne pouvais m'empêcher de sentir que notre chef, malgré son savoir immense et son expérience, était lui aussi tombé sous le charme du mystère. Il est impossible de rester impassible face à l'inconnu. Je sentais physiquement la tension s'épaissir dans le silence, comme une main invisible qui serrait mon cœur. Nous commençâmes notre investigation, scrutant minutieusement les coulisses, un labyrinthe de couloirs étroits, de loges encombrées de costumes et de décors anciens. Chaque bruissement, chaque craquement des vieux planchers résonnait dans ce silence pesant. Les détecteurs de champs électromagnétiques restaient silencieux, mais nos cœurs battaient désespérément dans nos poitrines. Le premier phénomène inexpliqué se produisit dans la loge, où, selon la rumeur, le fantôme de Juliette apparaissait souvent. Soudain, le miroir, suspendu au-dessus d'une coiffeuse antique, scintilla. Puis, une silhouette brumeuse de femme dansant apparut à sa surface. Sa silhouette semblait tissée de brume, fantomatique, mais nous la reconnûmes sans hésiter. Le costume de ballet, familier jusque dans ses moindres plis, et le regard triste, fixé sur le néant, ne laissaient aucun doute. Le cri d'une de nos filles, Elisabeth, fut interrompu au tout début, étouffé par l'horreur, lorsque la silhouette se dissipa, comme un mirage. L'air se remplit soudain d'une odeur de fleurs et de lavande amère, un parfum enivrant, présageant le pire.
Élisabeth s'évanouit. Nous la ramenâmes à elle en quelques secondes. Mais ce qui s'était passé devint un sinistre présage des événements à venir. Le crépuscule s'épaississait, les ténèbres descendaient sur le théâtre, et celui-ci commença à se révéler dans toute sa beauté d'outre-monde. Des pas, mesurés et assurés, résonnaient dans les coulisses, comme si des danseurs invisibles répétaient leur rôle. Des voix murmurant des noms parvenaient des loges vides, telles des centaines de fantômes chuchotant dans l'attente. Sur la scène baignée de clairs de lune, des choses étranges commencèrent à se produire. Des objets semblaient prendre vie, obéissant à la volonté d'un metteur en scène invisible, dirigeant son sombre spectacle. Pour ne rien manquer, nous nous sommes divisés en groupes, cherchant à couvrir autant d'espace que possible. Moi, Jean-Paul, David et Sophia, nous sommes restés au cœur même du théâtre, dans la salle déserte. Nous avons installé des caméras de vision nocturne, réglé les détecteurs et avons commencé à enregistrer les données. Au début, le silence régnait. Seuls nos nerfs étaient tendus à l'extrême. Mais ensuite, comme si quelqu'un avait commencé à remonter lentement un ressort, la tension augmenta. Un vent froid et glacial envahit soudain la salle, éteignant les flammes des bougies que nous avions si soigneusement disposées pour l'éclairage. Nous avons perçu un chuchotement à peine audible, filtré à travers les lourds rideaux qui dissimulaient la loge, réputée pour avoir été fréquentée par Juliette elle-même. Jean-Paul, nerveux, corrigea machinalement ses lunettes, ses yeux brillants d'excitation fébrile. « Qu'est-ce que c'est ?» souffla-t-il, sa voix tremblante. Nous nous sommes figés, tendus, écoutant le silence oppressant. Le chuchotement se reproduisit, plus fort, plus distinct cette fois, comme si quelqu'un prononçait notre nom, s'immisçant directement dans notre esprit. « Marie » murmura-t-il dans l'obscurité totale, glaçant le sang. Puis un fracas assourdissant retentit. Les lourds rideaux se sont arrachés de leur fixation et se sont effondrés au sol, révélant une loge vide. Nous nous sommes précipités, mais n'avons trouvé que le néant. Pas une âme qui vive, seul l'air glacial et le parfum à peine perceptible de la lavande rappelaient la présence de quelque chose d'autre, d'invisible. À cet instant précis, le détecteur de champs électromagnétiques que Jean-Paul serrait dans sa main s'affola. Son aiguille, comme folle, s'affola sur le cadran, pointant vers un niveau d'activité électromagnétique absolument inimaginable. Jean-Paul cria, son visage déformé par une grimace d'horreur mortelle. Il jeta l'appareil sur le côté, comme s'il craignait qu'il n'explose d'une minute à l'autre. « Elle est là !» murmura-t-il, sa voix tremblant. « Juliette est là !» souffla-t-il, respirant par saccades, comme s'il venait de courir une longue distance. Soudain, des profondeurs de la salle, un son parvint à nos oreilles, glaçant le sang et faisant frissonner la peau. C'était de la musique, une mélodie douce et triste, se répandant dans l'air comme une brume. Elle fut interprétée sur un vieux piano, solitaire sur la scène. Nous nous sommes empressés là, où la scène baignait dans le clair de lune, perçant à travers d'immenses fenêtres, tels des rayons argentés. Le piano jouait seul, émettant des accords mélancoliques. Nous ne voyions que le reflet de la lune sur sa surface laquée et une ombre fantomatique dansant autour de l'instrument, comme un interprète inconnu. David, le plus sceptique de notre équipe,
fit un pas en avant, sa main semblant se diriger vers la surface froide et polie du piano. « Ce n'est qu'une astuce, » murmura-t-il, sa voix tremblant d'une peur à peine contenue. Quelqu'un joue avec nous, mais à peine ses doigts touchèrent-ils les touches, la musique s'interrompit brusquement, comme si quelqu'un l'avait brutalement arrachée de l'air. L'instant d'après, le vieux piano sembla frissonner d'agonie, et de ses entrailles sombres jaillit un vent glacial et pénétrant. Nous dressant les cheveux sur la tête, nous sentîmes comme des doigts glacés, tels des fils fantomatiques, toucher nos visages, comme pour nous inviter à une folle danse de la mort. À cet instant précis, les lumières s'éteignirent dans la salle, nous plongeant dans une obscurité absolue, une nuit totale. Des cris d'effroi retentirent, mêlés à des bruits de lutte désespérés, des coups sourds qui déchiraient le silence. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, prêt à s'en échapper, lorsque la lumière revint enfin, éclairant faiblement la pièce. Un spectacle d'horreur se révéla à nous. David gisait à même le sol froid, inanimé, son jeune visage déformé par une grimace d'effroi ineffable. Sophie, pétrifiée, fixait le vide, les yeux grands ouverts, une terreur indescriptible peignant ses traits. « Qu'est-ce que c'était » murmura-t-elle, la voix tremblante. Jean-Paul, blême comme un mort, haletait, cherchant désespérément son souffle. Il balbutiait des mots incompréhensibles sur une malédiction, sur une soif de vengeance, sur le fait que, par notre imprudence, nous avions réveillé quelque chose qu'il aurait mieux valu laisser dormir. Soudain, une silhouette émergea des coulisses. Grande, incroyablement maigre, vêtue d'une longue robe blanche, elle ressemblait à une ballerine fantomatique dont nous avions tant entendu parler. Elle glissait avec grâce sur la scène, comme sur de la glace, exhibant une élégance de mouvement saisissante, mais dans chacun de ses gestes, dans chaque mouvement de tête, se dissimulait une menace sinistre. Elle ne dit mot, mais nous entendions tous son rire silencieux et menaçant, qui s'infiltrait au plus profond de nos âmes, les emplissant d'une horreur glaciale. « Foutez le camp !» cria Jean-Paul, et sa voix se brisa traîtreusement en un râle. « Laissez-nous tranquilles !» Le fantôme s'immobilisa, comme hésitante. Elle tourna lentement la tête, et ses yeux vides et abyssaux se fixèrent droit sur nous. Sur ses lèvres d'un blanc cadavérique apparut un sourire, à première vue tendre, mais qui portait en lui la mort, glaçant l'âme. « Vous n'irez nulle part, » chuchota-t-elle, et dans ce murmure résonnaient 1000 condamnations à mort. « Vous m'appartenez. » Puis, lentement, avec une grâce diabolique, elle nous désigna de sa main. Et à cet instant précis, nous sentîmes quelque chose de froid et visqueux, semblable à des filets, envelopper nos corps, entravant nos mouvements et instillant une peur primitive. Nous commençâmes à suffoquer, nos membres s'engourdirent, et des taches noires dansèrent devant nos yeux, s'étendant comme des augures d'une obscurité imminente. C'était la culmination, l'apogée de l'horreur. Nous nous retrouvâmes prisonniers dans un théâtre ancien et lugubre, entourés de fantômes dont la haine, semblait-il, planait dans l'air, dense et palpable. J'essayais de m'extirper de cette étreinte glaciale, mais il était trop tard. Une force inconnue avait paralysé mes mouvements. Un fantôme, s'approchant lentement, tendit ses doigts glacés et toucha mon visage. Le froid me parcourut la peau, pénétrant au plus profond de mon âme. Je sentis mon être s'échapper de mon corps, désireux de se joindre à cette danse macabre.
À ce moment même, alors que tout semblait perdu, une étrange pensée traversa mon esprit, une idée obsédante que je ne pouvais absolument pas chasser. Le regard de Juliette était empreint de tristesse. Ses yeux semblaient observer quelque chose, bien loin de nous, de moi. Son regard était fixé sur la Seine. J'ai senti la peur me serrer la gorge dans une étreinte glaciale, m'empêchant d'émettre le moindre son, même d'appeler Jean-Paul. J'ai hoché la tête désespérément en direction de la Seine, espérant qu'il comprendrait quelque chose, qu'il ressentirait quelque chose. Et finalement, il a saisi le sens, a lu dans mes yeux l'inquiétude inexprimée. Son visage s'est déformé en un instant, lorsqu'il a pris conscience de ce qui s'était passé. « La Seine » a-t-il chuchoté, sa voix tremblante. Nous avons dirigé nos regards vers l'air éclairé par la lune. Là, tel un spectre venu du passé, une autre silhouette se dessinait. Un homme, vêtu d'un costume démodé du XIXe siècle, restait immobile. La lumière argentée de la lune révélait les détails de ses habits, et il semblait que chaque bouton, chaque couture imprégnait cette atmosphère fantomatique. Il semblait aussi réel que nous, figé sur place, mais en même temps totalement étranger à ce lieu. « Lui » murmura Jean-Paul, la voix tremblante. Et alors, la vérité apparut à nos yeux dans toute son effrayante clarté. Le fantôme de Juliette, planant dans les airs, ne désirait pas notre mort. Elle tentait de nous avertir, de nous transmettre quelque chose d'important. Elle était prisonnière de cet endroit, victime de quelque chose de bien plus terrifiant qu'une simple fin tragique. L'homme, immobile au fond de la Seine, n'était pas qu'un simple spectateur, observant la situation. Il était l'assassin de Juliette. Il était celui qui lui avait ôté la vie, emprisonnant son âme entre les murs de ce théâtre. C'était lui qui orchestrissait les événements, tirant les ficelles de cette tragique mise en scène. Et à cet instant précis, je compris que ce cauchemar n'était pas qu'un jeu de fantômes, mais un piège machiavélique tendu par lui. Juliette, tel un pantin, n'était qu'un instrument entre ses mains. Soudain, il s'anima. Sa silhouette, jusqu'alors figée, se mit en mouvement. Il parcourut la scène. Ses gestes étaient parfaitement maîtrisés, comme s'il avait répété ce spectacle éternel des milliers de fois, pendant des centaines d'années, à travers des dizaines d'incarnations. Il leva la main, et le spectre de Juliette sembla reculer, se fondant dans l'air. « Vous vouliez connaître la vérité ?» résonna sa voix, glaciale comme le vent d'hiver, et pourtant incroyablement assurée. « Vous l'aurez. » À peine avais-je assimilé ces mots que la salle trembla sous la force monstrueuse d'une explosion. Le fracas assourdit et un sifflement perçant résonna dans mes oreilles. La sensation que la terre se dérobait sous mes pieds provoqua la panique. Nous fûmes tous projetés vers le bas, culbutants, essayant de nous agripper à quelque chose. Quand je pus enfin ouvrir les yeux, tout autour de moi flamboyait d'une lueur pourpre. Le feu dévorait le théâtre, ne laissant derrière lui que cendres et fumée. L'air lui-même semblait imprégné d'une odeur de brûlé et de désespoir. Les flammes dansaient avec fureur, consumant les murs, les fauteuils somptueux, tout l'intérieur. Je vis Jean-Paul, conscient, les yeux dilatés d'horreur.
Nous tentâmes désespérément de nous échapper de ce piège de feu. Mais tous nos efforts furent vains. Les débris s'effondraient de toutes parts, nous ensevelissant, tandis qu'une fumée suffocante semblait envahir chaque recoin de nos poumons. À cet instant, j'entendis un son qui s'imprima à jamais dans ma mémoire. C'était un rire jaillissant de la gorge de celui qui, semblait-il, aurait dû ressentir la même peur que nous, mais qui, au lieu de cela, riait. À travers les flammes déchaînées, parvenait le rire d'un homme, celui-là même que j'avais vu sur scène. Il résonnait de partout, perçant l'air comme une symphonie sinistre de triomphe. Il semblait que ce fût la fin, l'anéantissement absolu. Mais quelque chose s'accrochait à moi, m'empêchant de sombrer définitivement dans l'obscurité. Je sentis à nouveau quelque chose de froid et d'étranger tenter de s'immiscer dans mon esprit. Dans ma tête, une voix chuchota, à peine audible, mais distincte. Ne croyez pas. C'était Juliette. Ne le croyez pas. Il ment. À travers les volutes de fumée et les flammes dansantes, j'ai vu la dernière image de ce cauchemar. Un homme se tenait sur scène, englouti par le feu. Les flammes léchaient ses vêtements, mais il ne semblait pas ressentir la douleur. Un étrange sourire, un sourire fou, se dessinait sur ses lèvres. Et dans les reflets du feu, dansant sur son visage, j'ai vu un reflet, celui de Jean-Paul. C'était lui. À cet instant, tous les doutes s'étaient dissipés, comme le brouillard matinal. Jean-Paul n'était pas celui qu'il prétendait être. Il était cet homme, celui qui avait orchestré cet enfer. Il était l'assassin de ma Juliette. Tel un serpent, il nous a manipulés, tissant ses intrigues. C'est lui qui fut l'artisan de ce cauchemar qui a englouti nos vies. J'ai tenté de me libérer de mes chaînes, de crier, mais seul un cri silencieux s'est figé dans ma gorge. Les flammes m'ont envahi, dévorant ma chair et mon âme, et je me suis enfoncé dans les ténèbres impénétrables. Lorsque l'incendie, qui avait fait rage pendant plusieurs heures, s'est finalement calmé, il ne restait du majestueux grand théâtre de Bordeaux que des ruines calcinées. Tous les membres de notre troupe, sacrifiés, ont péri dans le feu, à l'exception de Marie. Le corps de Marie n'a jamais été retrouvé. Personne n'a jamais compris comment la jeune et innocente Marie s'était transformée en une nouvelle Juliette. Elle s'est retrouvée emprisonnée dans les murs de ce théâtre, condamnée à danser dans un spectacle cauchemardesque sans fin. La vérité, elle, était cachée. Jean-Paul, que tous prenaient pour le chef, n'était autre que la dernière incarnation du meurtrier de Juliette. Il était obsédé par le théâtre, consumé par ses victimes, qui devaient à jamais faire partie de sa représentation glaçante. Il trouvait de nouveaux complices, ceux qui aspiraient à percer les mystères, pour finalement devenir les prochains prisonniers, condamnant l'histoire à se répéter sans cesse. Si jamais vous aviez l'envie de passer une nuit au Grand Théâtre de Bordeaux, soyez extrêmement prudents. Et souvenez-vous, parfois, le fantôme n'est pas celui que vous voyez. Il peut se cacher dans l'ombre, tapi dans les recoins les plus secrets de l'esprit. Soyez attentifs au son de la musique émanant de nulle part, car alors, vous risquez de faire partie de son effroyable mise en scène, minutieusement orchestrée, où chaque geste, chaque souffle est prédestiné. Et le prix de l'erreur
l'éternité.